Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans votre émission de débat sur TLM, une émission essentiellement consacrée à l'actualité noire de ces derniers jours. D'abord, le retour du terrorisme sur le sol français, un nouveau lieu de la vie quotidienne pris pour cible, un supermarché, 4 victimes dont ce désormais colonel Arnaud Beltrame. Il a été élevé à ce rang à titre posthume. C'était juste avant son hommage national rendu par le président de la République, on en parlera. Alors forcément, ce nouvel attentat fait réagir. Sommes-nous bien protégés? C'est toute la question qui agite le débat politique depuis plusieurs jours. La droite et le FN incriminent le gouvernement, le conjurent de prendre de nouvelles mesures, d'adopter leurs propositions. Marine Le Pen demande la démission du ministre de l'Intérieur, Laurent Wauquiez non, mais accuse le président de la République de naïveté coupable. Et puis quand deux actualités tragiques se télescopent, on parlera de ce nouvel acte antisémite contre Myriel Knoll, 85 ans, assassiné dans son appartement parce que juive. Indignation quasi unanime, si c'était vraiment unanime, ça serait malheureusement une marche blanche dans la rue avec toutes les sensibilités politiques confondues qui ne s'est pas passée comme prévu. Voilà pour les thèmes. Avec nous, Marc Fraisse et André Foudier, bonjour. Bonjour. Des jours un peu particuliers aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de cet hommage national rendu aux Invalides par le président de la République? Je pense que c'était nécessaire. Nous sommes dans un temps incertain, assez étonnant d'ailleurs, puisque ordinairement, si j'ose dire, il y a des conflits entre deux nations, deux États. Là, on nous avait inventé un faux califat. Et puis voilà qu'il a disparu, mais qu'il a explosé. J'aime bien la formule de Manuel Valls sur cette espèce de bombe fragmentée, à fragmentation. Il y a des gens qui sont à l'extérieur. Ça va prendre un certain temps, mais il était nécessaire que le président de la République appelle la nation au sang-froid, au respect et à la détermination. Marc Fraisse. Ah oui, je suis complètement d'accord avec ce que dit Maître Soulier. Je pense que, compte tenu de ce qui s'est passé, ce qui risque de passer demain, il était important que le gouvernement entier, qu'il y ait une union nationale dans cet esprit-là. Et puis, il faut savoir quand même que le lieutenant-colonel, nommé colonel aujourd'hui, et commandeur de la Légion d'honneur, a eu un acte, on pourrait dire presque légendaire. Et j'espère que cet acte va motiver nos concitoyens à retrouver les vraies vertus de la République, qui sont de liberté, se battre pour la liberté, pour l'égalité et aussi pour la fraternité. Et ça veut dire qu'il faut avoir le courage de s'engager. Et qu'à un moment donné, on ne peut pas être des collabos, on ne peut pas se cacher derrière soi-même, de cacher derrière son micro-art et de ne pas vouloir s'engager quand il y a une crise comme nous vivons aujourd'hui. Moi, je suis très étonné. D'abord, je voulais dire, je ne suis pas étonné, mais je trouve que le discours de Macron était remarquable. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a écrit. Je ne sais pas qui est la plume, j'espère que c'est lui, mais même si ce n'est pas lui, il était remarquable. Il était ouvert au peuple, ouvert à tout le monde, ouvert à une énergie à donner à la France des vraies valeurs. Par contre, je regrette qu'il y a eu un certain nombre de critiques qui sont arrivées par une opposition, et je pense qu'il faut savoir avoir un devoir de réserve dans une période où la France est triste et vit des moments pas faciles. C'est ça la question, vous parlez d'union nationale. Pour revenir à la politique, Laurent Wauquiez, avant même cet hommage, a fustigé la politique d'Emmanuel Macron en matière de terrorisme. Il l'a accusé de naïveté coupable. Le choix des mots, quand même. Non, mais coupable. Je crois que le problème du politique est un problème d'appréciation du temps. On ne peut pas reprocher à un homme qui n'est pas président de la République depuis un an, plus d'un an, même moins d'un an, aujourd'hui, de ne pas avoir reconstruit autre chose que ce qui existait déjà. Mais il ne s'est pas départi, d'ailleurs, des traces qu'avait laissées son prédécesseur et les gouvernements qui l'accompagnaient. Et par conséquent, venir aujourd'hui, comme le dit Marc Fraisse, se livrer à des critiques dans ce temps n'est pas bon. Je ne sais pas si M. Wauquiez, qui est une réussite universitaire exceptionnelle, vraiment, moi je l'envie, mais ça prouve d'ailleurs que un maçon, je n'ai pas dit seulement un franc-maçon, j'ai dit un maçon, un ouvrier décolleteur peut être plus sage et plus avisé qu'un intellectuel. Méfiez-vous des intellectuels. Voilà. Au-delà du temps... L'intelligence n'est pas toujours le savoir. Au-delà du temps, le choix des mots de Laurent Wauquiez. Oui, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Moi, j'ai trouvé encore beaucoup plus grave Marine Le Pen qui demande l'admission de Gérard Collomb. Quand on sait, nous connaît la chance de le connaître depuis longtemps, quand on sait le travail qu'il est en train de faire aujourd'hui,
je vais vous dire qu'on peut avoir un peu de respect. Et là, je trouve que c'est scandaleux. Maintenant, que Laurent Wauquiez ait fait des réflexions, on peut le comprendre. Il fallait laisser le temps, ce n'était pas le moment. Mais je crois qu'aussi que, comme a très bien dit André Soulier, il y a un héritage. On est tous responsables. On est tous responsables. Ça fait des années qu'on oublie ce qui se passe dans les banlieues. Il y a eu un sondage de l'Institut Montaigne qui montre que 72% des musulmans aujourd'hui sont attachés à la République. C'est-à-dire qu'ils sont totalement encachés. La République passe devant, les valeurs de la République, devant leur culte. Mais 28% par contre font passer le Coran devant la République. Ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire qu'on a laissé se gangréner dans les banlieues un certain nombre de personnalités qui sont venues endoctriner d'autres jeunes. Et ça, c'est notre faute. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Moi, quand j'étais secrétaire national chargé de la politique de la ville et de la sécurité, je l'avais dit, j'avais créé les maisons familiales urbaines, on a laissé tomber. Une grosse erreur, faire cette dissolution qui a foutu la pagaille en 97. Supprimer la conscription. Supprimer la conscription. La conscription, c'était un lieu où tout le monde se retrouvait, y compris des gens qui arrivaient, qui étaient de nationalité française et qui étaient d'origine étrangère, retrouver les valeurs de la République, retrouver un sens de leur vie. Vous pouvez même apprendre un métier. Vous pouvez retrouver, sortir de leur zone isolée et de leur zone qui devient aujourd'hui néfaste à la République. Et là, nous sommes tous responsables. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons, et moi qui suis engagé, nous devons être responsables et en même temps, nous devons être tolérants, ne pas accuser ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est un héritage qu'ils ont reçu et aujourd'hui, à nous de nous battre pour changer les choses. Mais c'est vrai que notre pays est en danger. André Soulier, on va parler du fond encore, mais rebondir sur la radicalisation, ça se passe souvent dans les mosquées. Est-ce qu'on peut... Il y a un débat dans les quartiers, dans les mosquées, il y a un débat aujourd'hui sur le salafisme. Alors, je crois que on ne peut pas s'affranchir de l'histoire de notre pays, entre les catholiques, les protestants, ce qui s'est passé à la fin du siècle dernier, l'admiration que j'ai pour les deux avocats, Labourière de Manche, de Dreyfus, les choses horribles qui se sont passées. Nous avons eu notre propre part et il faut que nous prenions notre temps. Mais à partir de là, il y a eu, il y a un mois, à peu près 1 mois et demi, 2 mois, des débats sur la laïcité, y compris d'ailleurs le président de la République qui avait été imprudent en disant « il ne faut pas être un laïc radical ». Moi, je suis un laïc radical. Je veux dire, je suis pour la laïcité radicalement. C'est-à-dire que l'État doit s'affranchir de tout contrôle, de toute intervention, de toute décision qui pourrait être préparée dans des cabinets confidentiels. Les francs-maçons ne le font pas. Les francs-maçons réfléchissent à la République, ils ne se prononcent jamais sur un catholique, un protestant, quelqu'un qui les francs-maçons prennent du recul sur les choses, sur les événements. S'il y a des groupements comme le salafisme qui peuvent être créateurs à un moment de terreur, grâce à des prêches, à des orateurs, l'histoire s'est toujours faite à cause de la parole et pas de l'écrit. Ce sont les choses qui ont été dites. Je ne veux pas parler de Jésus seulement, de Socrate auparavant ou de Adolf Hitler dans le pire des cas. Mais c'est ça qui est clair. Il faut y mettre un terme. Et là, alors je suis d'accord avec le point de vue radical de ceux qui doivent éliminer ces gens. Qu'ils sortent. Celui qui inspire de pareilles thèses, il faut le mettre dehors ou le mettre en prison. Mais vous entendez, le gouvernement dit on ne peut pas interdire une idée. Le salafisme, c'est une idée, on ne peut pas l'interdire. Attendez, on peut interdire une idée quand elle est néfaste aux valeurs de la République et à la liberté d'autrui. Quand quelqu'un se prétend avoir... Pourquoi le gouvernement dit ça alors? Pourquoi dit le gouvernement on ne peut pas interdire une idée? Contrairement à ce que demande Manuel Valls. Mais c'est renforcer cette idée-là. On ne peut pas laisser ça, mais là c'est une forme de laxisme. Il n'y a pas de raison, à un moment donné, il faut combattre ceux qui nuisent à l'intérêt d'un pays. Ces gens-là nuisent à l'intérêt d'un pays. Et ceux qui aujourd'hui sont reconnus à ce fichier S, ils ont une meilleure inspiration. Peut-être qu'il faut leur mettre un bracelet, peut-être qu'il faut les mettre dans des camps de rétention pendant un certain temps pour les éduquer différemment. Peut-être qu'il faut leur sortir du système. On les surveille. On ne peut pas surveiller tout le monde, on n'a pas les moyens de surveiller tout le monde. Le problème, il est là. Et aujourd'hui, on a un héritage d'erreurs commises depuis plus de 30 ans. On a fait l'autruche sur la situation de cela. On n'était pas dans une situation pareille. On se moquait à l'époque des Algériens en disant « vous avez vu le gouvernement algérien ». Moi, je suis très, très favorable à ce que fait le gouvernement algérien quand il s'agit d'établir sa paix publique et la paix privée.
parfois de manière un peu vive. Mais ça, les tribunaux sont là pour ça. Il est indispensable de regarder le pays aujourd'hui tel qu'il est. Et par conséquent, si telle ou telle thèse... Enfin, imaginons qu'aujourd'hui, vous ayez quelqu'un qui essaie de construire un parti nazi en France. Dites, vous allez attendre 1935, comme il a fallu attendre 1944 et 1945 pour s'en défaire avec Nuremberg. Eh bien, s'il mérite un Nuremberg, faisons un Nuremberg. Et André Soulier, avocat, comment on fait pour interdire le salafisme d'un point de vue du droit? Ah, parce que c'est ça la question. Exactement ce qui, je le répète, ce qui s'est passé en 1905 avec le petit père Combes qui a sauvé la République de ce point de vue. C'est-à-dire que tout mouvement qui porte atteinte à l'intégrité du territoire, à la constitution de notre pays, sécurité, à sa liberté, à la sécurité de ses citoyens, doit être dissous. Exactement. Et ceux qui enfreignent cette dissolution, il doit y avoir des conséquences pénales qui l'accompagnent. Moi, je serais... Si le président de la République et son gouvernement décident d'y aller, je suis d'accord. Donc, vous dites que le gouvernement... Mais ce n'est pas une idée que j'interdis. Attendez, d'abord, c'est pas une idée. Parce que quand le gouvernement répond « on ne peut pas interdire le salafisme », vous dites qu'il a tort. Il a tort. Il a tort. Il faut interdire le crime. Et bien sûr. Et le salafisme, dans certains cas, pas constamment. Ce n'est pas le salafisme lui-même. Mais c'est ses applications, comme on le dit en informatique. À partir de ce moment-là, il faut être d'une rigueur absolue. Mais André, ce qui est plus grave, c'est que nos musulmans français, hommes ou femmes, qui sont attachés à la République, c'est eux qui subissent le plus le salafiste. C'est eux qui en souffrent parce que du coup on fait un amalgame. Et en même temps, on commence à dire que les mosquées c'est toutes pareilles. C'est pas vrai. Vous avez la chance d'avoir Azzedine Gassi, président de l'université musulmane, je dis qu'elle est exceptionnelle. Que ce soit Kamel Kaptan, pareil. Regardez, moi j'ai inauguré la mosquée avec Charles Pasqua, la mosquée de Lyon. Mais regardez ce qui s'y passe, il se passe des choses remarquables. Je veux dire que la laïcité c'est une chose, et le respect des religions est une autre. Et quand dans une religion il y a des dérapages, eh bien nous devons être sévères. Et sévères parce qu'ils attendent que ça, les modérés. Les mosquées, justement, on les pénalise. Il y a un accord avec la France qui date de très longtemps. À la période du Ramadan, il y a des imams du Maroc et d'Algérie qui viennent en France dans les mosquées. Ça, c'est une autre question. Oui. Et Manuel Valls, encore pour reprendre l'ancien Premier ministre, estime qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, ils n'ont plus leur place. Quand on essaie de construire un islam de France, qu'on peine à le faire, c'est votre position oui, moi aussi. Il faut revoir cet accord, il faut y mettre fin mais je suis sûr, si vous permettez à des courants d'entrée dont vous ne contrôlez pas l'origine, les propos qui sont tenus, les dégâts qu'ils peuvent induire ou qu'ils peuvent commettre ou faire commettre, alors il faut y mettre un terme. Et il est évident et clair que ce que nous acceptons ici, parce que nous sommes une nation libérale, ouverte, généreuse, etc., les autres ne l'acceptent pas. Et il faut le faire, bien entendu. Alors, mais tu parlais de la manipulation de la parole, tu as raison. Non, mais je veux dire à M. Besson que, bien entendu, ceci signifie également que nous devons avoir une démarche qui ne soit pas seulement propédeutique, mais catégorique, décidée au sein de l'Union européenne. Voilà. Et que, je reprends la proposition de Balladur de l'époque sur les cercles concentriques, si on doit faire ça qu'à 3 ou à 6, revenons sur Schengen sur ce plan-là. Exactement. Et prenons des mesures qui soient spécifiques et particulières. Voilà. Et je suis européen, mais comme un fou. Ça, c'est pour la prévention de la radicalisation. Après, dans les faits, est-ce qu'aujourd'hui, la France se dote vraiment des moyens de mener la guerre aux terroristes? Si on voit les résultats de ce qui se passe, vous avez vu qu'encore, il s'est passé jeudi matin, il y a encore une voiture qui a foncé sur des militaires. Bon, donc on voit bien que le risque, il est là, il est permanent. Et je pense qu'on a fait des erreurs, à un moment donné, de ne pas durcir notre traitement et que la police n'aille pas plus loin. Il y a eu cette grande loi sur la sécurité qui a remplacé l'état d'urgence. Oui, mais enfin... Oui. Pas suffisant. Mais l'état d'urgence a un sens, l'état d'urgence. L'état d'urgence a un sens parce que ça développe chez chaque individu, attention,
nous sommes dans une situation d'urgence. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que nos concitoyens parlent, s'expriment, quand ils ont des doutes sur des personnalités. Alors c'est vrai que ça peut être dangereux aussi, des gens peuvent régler leur compte comme ça. C'est de la délation. Mais il faut aujourd'hui qu'on soit solidaire et que l'esprit républicain prenne le devant sur cet esprit néfaste à la République. Là, et je crois que, mais moi j'ai confiance en Gérard Collomb, j'ai peut-être tort, j'ai confiance en Gérard Collomb. Il a été maire d'une grande ville, il a fait ce qu'il fallait à la Duchère, rappelle-toi les travaux qu'il a fait à la Duchère pour donner à la Duchère une image d'ouverture. Hein. Ce qu'est en train de faire d'ailleurs Madame la maire de Vonvelin. Hein. On est en train, par un club de football, d'ouvrir pour que ce ne soit pas les mêmes qui soient dans le même quartier. Donc il va falloir que nous aussi, ceux qui ont le sens de la République, le sens de l'engagement, nous nous engageons dans ces quartiers. Il faut tendre la main à ceux qui ont envie qu'on leur tende la main. Aujourd'hui, on a laissé la main prise par d'autres. Il y a des manipulateurs qui sont venus. On a oublié ces jeunes, on les méprise. Nous sommes responsables. Ce n'est pas seulement la positive, c'est qu'on a eu un comportement humain qui n'est pas conforme aux réalités de la vie. Je suis très intéressé. La personnalité de Boris Cyrulnik est très intrigante elle-même et sa vie, mais par le fait qu'on ramène, après Jules Ferry, qui était un bond en avant exceptionnel, exactement, avec les hussards noirs de la République, les instituteurs, on ramène l'obligation de suivre les cours scolaires de 6 ans à 3 ans. Et c'est, moi je ne peux que croire cet homme qui est un scientifique. À partir du moment où vous savez qu'entre 3 et 6 ans se développe la capacité, il n'y a qu'à voir les enfants avec les portables, eh bien, vous avez des enfants qui ne parlent que la langue des parents. Exactement. Dans ce cas-là, je ne vise pas l'italien ou l'espagnol, tout le monde a compris. Bien sûr. Et il faut qu'ils aillent à l'école de la République. Exactement. Et qu'ils parlent avec leurs petits camarades la même langue qu'eux. Exactement. C'est la même idée que la conscription, Marc. Mais c'est vrai. La même idée que la conscription. Et est-ce qu'Emmanuel Macron parle la même langue que les Français, que nous? On ne l'a jamais vraiment entendu, ni pendant sa campagne, ni depuis qu'il est élu sur les sujets régaliens. On sait que ce n'est pas forcément son truc. Il a fait toutes les réformes sociales, économiques. Belle question. On se souvient de la polémique avec son chef d'état-major des armées au tout début de quinquennat. C'était quand même assez inédit. Et le chef d'État qui a toujours soutenu que, finalement, si la crise sociale s'apaisait, il y aurait moins de radicalisation, il y aurait moins de terrorisme. Est-ce que ça, on peut l'entendre? Et est-ce que ça suffit à se défendre dans les faits? Moi, ce que je reproche à l'attitude de notre président aujourd'hui, c'est le jeu. Il intervient sur tout, sur la mode, sur la sécurité, sur la circulation, sur l'éducation. Je. Je crois que de partout, on en parlait avant le débat, il faut savoir déléguer. Et qu'aujourd'hui, il ferait bien de déléguer un Gérard Collomb, qui est un homme d'expérience. Et Gérard Collomb, en tant que ministre de l'Intérieur, et le ministre de la Défense, qui est un homme d'expérience aussi, ministre de la Défense, d'expérience aussi, et le ministère des Affaires étrangères, et la femme de la Défense et le ministère des Affaires étrangères, pour faire une vraie cellule de travail, de réflexion sur ce sujet-là aujourd'hui, et faire des équipes spécialisées dans ce domaine-là. Spécialisé dans ce domaine-là. Tu es spécialisé pour la recherche de ceux qui sont classés S, de ceux qui sont dans les quartiers, s'occuper, travailler avec les collectivités locales, les mairies, travailler avec les collectivités, aller voir les maires, les adjoints. Ça se fait, mais peut-être pas assez. Ça se fait peut-être pas assez parce qu'il y a plein de maires qui disent on est isolé, on est abandonné, on a abandonné les territoires. Il y a plein de maires qui sont déçus aussi. Ce que je veux dire, la question de Loïc Besson, pour moi, est une question centrale. Nous avons un président de la République dont je ne sais pas, moi, s'il a eu la même vie que nous. Il n'a jamais été élu. La mienne, sûrement pas. Il n'a jamais été sur le terrain en plus. Je parle de milieux sociaux divers qui ont été fréquentés tout au long de l'existence et qui permettent d'avoir une vue assez claire de ce qu'est notre nation et les rapports entre les gens. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un garçon favorisé, visiblement, par son intelligence, par les soutiens qu'il a obtenus, etc. Et ensuite, son envol a été pris. Qu'est-ce qu'il sait du peuple lui-même? C'est ça la question. S'il y répond, alors il va être réélu pendant 5 ans. Et pour qu'il y réponde, il faut qu'il sache s'entourer
et qui savent donner et qui donnent du pouvoir aux autres, qui ne prennent pas tous les pouvoirs. André Soulier, une dernière question, j'aimerais vous entendre du point de vue du droit, parce qu'il y a cette question dont on parle beaucoup, la question des fichiers S. Ouais. 20 000 en France. Alors on rappelle les fichiers S, ça veut simplement dire qu'ils sont surveillés par les renseignements, ça peut être à tout niveau. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Parce que d'un point de vue du droit, c'est vrai que si on reste dans l'état de droit actuel, on ne peut pas en faire grand-chose, dans le sens où ils ne sont pas condamnés, ils sont juste surveillés, ce qui n'engage à rien. C'est le problème. Et pourtant, le débat, il est quand même là-dessus. Toutes les propositions politiques, elles viennent sur ces fichiers S. Le fichier S, il est à la fin des fins. C'est-à-dire que c'est au bout du compte, après une observation pendant longtemps d'un tel, il a commis tel ou tel délit, ou il a contravention, et puis on s'est aperçu de ses mauvaises fréquentations et tout. C'est pas à ce moment-là que ça va se jouer. Notre affaire aujourd'hui, pour protéger ce pays, c'est une affaire de 10 ans, peut-être de 15, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et à partir de là, c'est pour ça que je parlais de Boris Cyrulnik, et il est évident qu'il faut, à l'école, à l'armée... Non, on en a parlé simplement pour clore le débat sur ces fichiers S. Ça servira... On ne peut rien en faire. Non, mais ça aide. Ça aide, mais je veux dire, il n'y a pas de réforme à faire ou quoi sur ces fichiers S. On s'aperçoit que pour le prêtre de Normandie, Saint-Étienne-du-Rouvray, ça n'a pas marché. Là, ça n'a pas marché 2 jours à 2 jours. Mais même à la droite, Laurent Wauquiez propose... Ce qui est plus grave, Luc Besson, c'est que les 3/4 de pratiquement tous ceux des fichiers S qui ont agi, qui sont devenus des terroristes, c'est tous des gens qui ont été condamnés. C'est-à-dire des gens qui étaient... celui qui vient d'arriver, il devait passer encore au tribunal bientôt. Pour d'autres délits. C'est pas normal. Pour d'autres délits qui n'ont rien à voir. Oui, qui n'ont rien à voir, peut-être. Mais ça veut dire que dans leur tête, il y a autre chose qui se passe. Et puis, il y a suffisamment on peut y avoir suffisamment de contrôle quand on se rend compte qu'avec sa copine, son ami, ils se disaient des choses, ils se parlaient des choses. Enfin, tout a été organisé, ce truc-là, même. Il ne l'a pas inventé. Il a été complètement manipulé. Attends, tu ne peux pas supprimer ce fichier-là, pas davantage que tu ne peux supprimer le casier judiciaire qui suit quelqu'un pendant toute cette... Et là, je crois qu'il faut aussi tempérer. C'est compliqué, hein. Il faut pas se précipiter à avoir une idée. C'est pour ça qu'il faut un travail. Quelques minutes, quand même, j'aimerais qu'on aborde l'autre actualité, c'est Mireille Knoll, octogénaire, juive, assassinée dans son appartement à Paris. Le motif antisémite a été retenu, en tout cas. Les actes antisémites qui ont officiellement diminué en 2007 de quelques pourcents, mais les agressions physiques ont augmenté, tout comme ça, sur les lieux de culte. Comment vous l'expliquez, ça? C'est une forme de pogrom qui revient maintenant à la surface. Alors évidemment, on n'attaque pas un village entier ou une communauté telle que ça se passait en Tchécoslovaquie, en Pologne, aux confins de la Russie. Non, mais c'est une manière de pogrom. C'est-à-dire qu'à partir de là, la tentation est grande. D'abord, dire que les Juifs font tous de l'argent. Il se trouve que je suis très philosémite et que j'ai beaucoup d'amis juifs. J'en connais qui sont pas plus riche que le Français moyen, enfin qui a convenablement géré sa vie. La majorité sont des Français moyens. À partir de là, j'ai éprouvé une grande crainte. Et je pense que dans la communauté aussi, certains peuvent se poser la question de savoir aussi s'il ne faut pas qu'ils, de temps en temps, ils ne tiennent pas un propos d'excès. Mais bon, en tout cas, ils ne menacent rien, ils ne menacent personne. Par exemple, je suis quelqu'un qui va au CRIF, aux réunions du CRIF et au dîner quand c'est organisé. Je suis à la LICRA depuis toujours. Bon, très bien. Je pense que les propos, la manière dont a été rédigé hier l'appel du CRIF n'était pas heureux. Voilà comme je le dis. Justement, est-ce que le CRIF, pour avancer, il nous reste très peu de temps, s'est décrédibilisé en quelque sorte sur cette façon? Beaucoup dire. Il faut savoir que cette manifestation, une marche blanche comme ça, c'est la famille qui l'organise. Comme la famille ne peut pas l'organiser de partout, c'est un mouvement qui l'a récupéré. C'est le CRIF et la LICRA, surtout le CRIF. Moi, je suis allé à la marche blanche hier, mercredi soir à Lyon. J'ai été impressionné de voir qu'il y avait beaucoup de monde, qu'il n'y avait pas que des gens de la communauté juive. Il y avait beaucoup d'élus. J'ai vu des pères, j'ai vu des musulmans. Je veux dire, cette manifestation était pour s'ouvrir à tout le monde. Donc, ce que je regrette, c'est que la façon dont, et la raison, André Soulier, de dire ça,
la façon dont le CRIF a annoncé la chose, ça paraissait comme une manifestation communautaire. Et c'est la grave erreur. Ça ne peut pas être une manifestation communautaire. Il y a autre chose aussi qui a choqué. On était avec Michel Noir, française, c'est républicaine, c'est tout le monde. Et j'étais avec d'autres élus, et on était surpris aussi, il y avait Alain Partouche et Michel Noir à côté de moi, j'étais surpris aussi d'avoir la présidente du CRIF, qui est remarquable, que je connais bien, Rona Pauvergne, et qui à un moment donné a dit « les personnalités doivent être devant ». Non. Quand on est dans une manifestation comme ça, le peuple, c'est le peuple qui a raison et qui se bat pour un idéal. Juste un mot en 10 secondes. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui ont fini par être expulsés, exfiltrés de cette marche blanche. Beaucoup le regrettaient, mais au fond, beaucoup l'ont compris aussi par leur histoire. La veille encore, Jean-Marie Le Pen venait d'être condamné une dernière fois pour ses propos sur les chambres à gaz. Ça n'est pas parce que le père... En un mot. Ça n'est pas parce que le père a commis une faute. C'est l'histoire du FN. La fille en est responsable. Mais c'est tout de même le Front National, la même chose. Quant à Jean-Luc Mélenchon, l'adresse n'est pas son fort tous les jours. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu sur ces sujets. C'est la fin de cette émission. Sujet pas simple. Débat à retrouver sur tlm.tv en replay et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Débat TLM. Très bonne semaine à vous. Merci.